Journal de l'assistant de l'archiviste, 37e jour depuis notre départ. Un peu à mon tour de m'exprimer dans un journal et de manifester la voix des minorités opprimées, même si ça je le dis surtout pour la classe. Nous sommes abrités pour la nuit dans un hangar abandonné au bord de la route. L'archiviste disait que ce n'était pas bien d'entrer comme ça sur une propriété privée, que quelqu'un pourrait s'énerver, mais j'ai quand même forcé la porte. Hors de question de passer une nuit de plus dehors. Pendant que je fouille les lieux pour trouver un endroit à peu près confortable pour dormir, l'archiviste a encore disparu à la recherche, dit-il, de vieilles bobines. Ça lui prend compulsivement à chaque fois qu'il découvre un nouvel endroit. Et au bout d'un moment, j'aimerais vraiment savoir pourquoi je dois moi aussi subir ça. Que mon maître se retrouve à devoir crapahuter je sais pas où pour chercher je sais pas quoi, c'est une chose. Mais moi, au fond, ça me regarde pas. Puis le cinéma, en plus, j'aime pas tellement ça en vrai. Assistant, et si nous occupions cette soirée en parlant d'un film ? Oh oui, comme c'est une bonne idée, comme c'est orige. Tout va bien ? Bien sûr que tout va bien. Très bien. Je me disais juste que c'était le bon moment pour venir faire une petite visite. Ah, alors, on parle d'un film ? Ça fait une éternité que j'ai pas fait ça. Faites comme chez vous, magnifique ! On va bien s'amuser. J'ai rencontré le diable est un film sud-coréen sorti en 2010 et réalisé par Kim Ji-woon, qui commence sur l'enlèvement brutal d'une jeune femme, Joo-yoon, par un chauffeur de bus scolaire interprété par le génial Choi Min-sik, qui aime bien les marteaux. Il l'enferme dans une sorte de cave, puis la tue, se débarrasse du corps, et nettoie la scène du crime. Et si je prends la peine de vous décrire tout ça, c'est parce qu'il est assez inhabituel de voir autant de détails d'un crime dans un film. On aurait pu s'attendre à ce que la séquence s'arrête au moment de l'enlèvement, ou un peu plus tard, après le meurtre, mais le film décide de prendre le temps de nous montrer ce qui suit, même si brièvement, du point de vue du tueur. Et ça, c'est super intéressant. Intéressant... Dans quel sens ? On va y revenir. Oh, on n'est pas obligé, hein, vous savez... Le corps, ou pour être plus précis, des bouts du corps, est retrouvé par la police, dont font partie le père de la victime, ainsi que son fiancé, Soo-yoon. Ce dernier promet, lors de la crémation de Joo-yoon, de se venger de celui qui lui a fait ça, et il se fait remettre par le père une liste des 4 principaux suspects, 4 individus déjà fichés pour de précédents crimes à caractère sexuel, parmi lesquels on reconnaît d'ailleurs le coupable, puisqu'on a largement eu le temps d'observer son visage lors de l'intro, un peu comme dans Columbo, mais en vachement plus violent. Vous aimez ? La violence ? Non, Columbo. Moi, j'adore. Il a un super impair. Pour pouvoir mener son enquête, Soo-yoon se met en congé. Dès le départ, il en fait donc une affaire personnelle. Il ne recherche pas le tueur pour la justice, mais uniquement pour la vengeance. Ça devient d'ailleurs encore plus évident dès sa confrontation avec le premier suspect, qui l'interroge brutalement avant de lui écraser l'appareil génital à coups de marteau. Les Coréens aiment décidément bien les marteaux. Peu importe si, dans ce cas précis, ce n'est pas le coupable, il est probablement coupable de quelque chose d'autre, et de toute façon, Soo-yoon avait besoin de décharger sa haine. Mais en réalité, le message est plus ambigu que ça, puisque suite à cette rencontre, le suspect se rend de lui-même à la police et confesse plusieurs autres crimes. On peut donc dire que la violence un peu beaucoup gratuite de Soo-yoon n'a pas été totalement inutile. Tout ça pour dire que niveau questionnement moraux, on a déjà des trucs super intéressants qui sont posés, et on n'en est qu'à une demi-heure de film. Et qu'est-ce que je suis en train de boire, bordel ? Du thé ? Il buvait toujours du thé. Je ne bois pas de thé. Ensuite, Soo-yoon renverse un deuxième suspect et le tabasse, mais ce n'est toujours pas le bon. Et le soir même, alors qu'il observe la photo du tueur, Kyung-chul, un long plan traverse la ville pour nous amener jusqu'à un arrêt de bus devant lequel attend une jeune femme qui se fait prendre en stop par le tueur, assommée au marteau parce qu'on change pas une méthode aussi efficace, et tuée. Et encore une fois, après le meurtre, on s'attarde un peu sur Kyung-chul. On entre même encore un peu plus dans son quotidien en le voyant jouer de la guitare pour se détendre. Mieux. Après avoir interrogé les parents et le fils de Kyung-chul, qu'il a à peu près abandonné, Soo-yoon retrouve enfin sa trace. Mais ce dernier apprend que la police, qui a continué l'enquête de son côté, veut l'interroger. Il abandonne donc son repère et se réfugie dans une sorte de serre avec sa nouvelle victime, une des lycéennes qu'il devait reconduire dans son bus. Mais Soo-yoon avait placé un traceur GPS sur le véhicule. Il arrive donc dans la serre avant que Kyung-chul n'ait le temps de complètement passer à l'acte. Et la mise en scène de leur rencontre est assez intéressante.
Jusqu'à présent, Kyung-chul était filmé, dans ses rapports avec les autres, comme un chasseur qui dominait la scène, ce qui est normal puisqu'on ne l'a quasiment vu qu'avec ses victimes. Par exemple, lors de sa première apparition, il restait un moment dans l'ombre avant qu'on ne voie son visage, puis devenait une sorte de prédateur qui tournait autour de la voiture de sa victime et empêchait celle-ci d'en sortir. Plus tard, dans son repère, il était régulièrement filmé en contre-plongée, tandis que la victime était filmée en plongée. Bref, il était toujours dans le contrôle total de l'action. Oui, bon, la plongée et la contre-plongée pour indiquer les rapports de domination, vous m'excuserez, mais c'est pas non plus révolutionnaire comme technique. Oui, mais ça marche. Certes, mais ça marche. Je sais bien, mais ça marche. D'accord. Ici par contre, le rapport s'inverse. C'est Soo-yoon qui est dans l'ombre, silencieux, et c'est le tueur qui a peur. C'est d'ailleurs lui qui va allumer toutes les lumières de la serre, comme s'il voulait éloigner les ténèbres représentées par Soo-yoon. Kyung-chul attaque son adversaire, mais le policier le domine sans peine, et ce qui était au départ un duel devient rapidement un passage à tabac unilatéral, de plus en plus violent, jusqu'à ce que Soo-yoon se retienne avec mal d'écraser le crâne de son ennemi avec une pierre. Il se contente de lui faire avaler un traceur GPS, puis de lui casser le poignet, et s'en va sans un regard pour la jeune victime terrifiée. Kyung-chul se réveille un peu plus tard, seul, et se rend compte que Soo-yoon lui a laissé de l'argent. Il repart donc et se fait rapidement prendre en stop par un chauffeur de taxi jovial et bavard. La situation devient un peu ubuesque quand Kyung-chul réalise que le client du taxi est lui aussi un tueur armé d'un marteau. Je vous ai déjà dit que les Coréens aimaient les marteaux? Et si cette scène installe une tension très forte, parce que dans le fond c'est quand même deux tueurs et une victime innocente dans un même véhicule, elle est aussi bizarrement comique, parce que dans le fond c'est quand même deux tueurs et une victime innocente dans un même véhicule. Ça fait d'ailleurs rire Kyung-chul, parce que sérieusement, quelles étaient les chances pour que la première personne sur qui il tombe après s'être fait passer à tabac soit un psychopathe dans le même genre que lui? Non, vraiment. Vous, ça vous paraît probable comme situation? Ben, j'étais justement en train de revoir à la hausse mes chances de me faire tuer par un psychopathe dans un avenir proche, en fait. Et ce n'est pas la première fois que le film fait preuve d'un étrange humour, absurde et très noir au milieu d'une scène de tension. C'était déjà le cas, par exemple, lorsqu'un flic était pris d'un rire nerveux en apprenant qu'un suspect s'était fait écraser les testicules, ou quand Kyung-chul râlait en cherchant son marteau tombé par terre au moment d'assommer une de ses victimes. Mais ce n'est pas un humour qui soulage, qui fait baisser la tension, au contraire. Il provoque un rire nerveux, un rire qu'on regrette presque, qui installe une sorte de quotidienneté dans les actions, là où une ambiance exclusivement horrifique aurait, d'une certaine façon, sublimé la scène, en aurait fait un instant de pure frayeur. Terrifiant, certes, mais aussi vaguement rassurant par l'irréalisme de sa perfection. Au fait, vous connaissez la blague des deux œufs qui entrent dans un café? Non. Ah zut, moi non plus. C'est dommage, je me disais que ça aurait pu détendre l'atmosphère. Pour sauver sa peau, Kyung-chul tue le chauffeur de taxi et l'autre tueur, avant de réaliser qu'il y avait déjà un cadavre dans le coffre. Comme quoi, on peut être un tueur psychopathe ultra violent, et tout de même savoir faire preuve d'une vraie finesse d'analyse. Le lendemain, il va faire soigner son poignet chez un médecin où il rencontre une jolie infirmière qui l'isole dans une pièce afin de lui faire subir ce qu'il n'a pas pu terminer la veille. Une fois encore, Soo-yoon, qui écoutait tout grâce à un micro, intervient, mais il le fait tard, largement après que l'agression ait commencé, parce qu'encore une fois, il ne se soucie pas de la victime. Victime qui, d'ailleurs, n'aurait rien subi s'il avait arrêté Kyung-chul plutôt que de le laisser partir. Cette fois-ci encore, il domine très rapidement le combat, mais continue à torturer le tueur, encore plus violemment que la première fois. Et désolé, mais je vais passer un petit extrait de la scène, donc si vous êtes un peu sensible à la torture, sautez à ce moment-là de la vidéo, ça vaudra mieux. Et moi, comment je fais? Bon, si j'ai passé ça, c'est pas juste par sadisme. Ça va? Tenez, prenez un peu de ça. Bon, si je vous ai passé ça, c'est pas juste par sadisme, c'est parce que cette scène marque pour moi un vrai retournement dans le film.
À la première confrontation entre les deux ennemis, on pouvait encore pardonner la violence de Soo-Yoon. Kyung-chul était clairement présenté comme un individu dangereux, incapable de retenir ses pulsions sexuelles et meurtrières, et on pouvait partager la haine de Soo-Yoon envers celui qui avait tué sa fiancée et profané son cadavre. Même si, éthiquement et moralement, le problème de la vengeance personnelle était déjà soulevé, on pouvait toujours, en tant que spectateur, légitimer ou au moins admettre la violence. Ici par contre, ça devient beaucoup plus difficile d'être du côté de Soo-Yoon. Déjà parce qu'il a provoqué cette situation, il voulait que Kyung-chul agresse une femme, parce que ça lui sert de prétexte pour l'attaquer de nouveau. S'il intervient, ce n'est pas pour sauver l'infirmière, il attend beaucoup trop longtemps avant d'agir. Ce qu'il veut, c'est juste faire mal au tueur, autant que ce dernier a fait mal à sa fiancée. Et aussi fou, aussi violent, aussi mauvais que soit Kyung-chul, et alors qu'on l'a déjà vu tuer et violer plusieurs fois dans le film, on partage sa détresse lorsque Soo-Yoon lui déchire la cheville. Ses hurlements de douleur nous font mal, et on en vient à se dire que non, il n'avait pas à ce point mérité ça. Et c'est de Soo-Yoon qu'on a peur quand il promet que ce sera encore pire la prochaine fois. Ça peut rappeler un retournement de situation similaire dans The Devil's Reject de Vêtements de mariage pour cadavre ambulant 1, dans lequel... Oh sérieux, c'était naze! Pardon, c'était très drôle. The Devil's Reject, donc, dans lequel le spectateur finit par éprouver de la sympathie pour les protagonistes cannibales. On a pourtant vu massacrer allègrement des victimes innocentes auparavant, parce qu'ils tombent sous la coupe d'un policier ultra-violent qui prend plaisir à les faire souffrir sans justification réelle. Et en parlant de cannibales, Kyung-chul se réfugie chez des amis à lui, un couple de cannibales à l'impressionnant garde-manger, et il comprend qu'il ne pourra pas s'en sortir tant qu'il restera la proie de Soo-Yoon, qui prend trop plaisir à le traquer pour s'arrêter. Pour gagner, il doit inverser la situation et redevenir le chasseur. Soo-Yoon attaque l'auberge, ce qui donne lieu à la première scène du film à être vue à la fois du point de vue du tueur et de celui du vengeur. Jusqu'à présent, on suivait toujours plus l'un que l'autre, y compris dans leur scène en commun. Et tandis que Soo-Yoon immobilise le cannibale à coups de tournevis, les Coréens aiment décidément beaucoup le bricolage, Kyung-chul essaie de reprendre l'avantage en attaquant son adversaire en premier, mais il est toujours moins fort physiquement et se fait de nouveau frapper jusqu'à perdre conscience. Des questions ? Non. Enfin si, vous êtes quoi au juste ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Attendez, d'habitude, vous me tutoyez, vous avez un autre manteau, vous faites des blagues nulles et vous faites pitié, pas peur. Alors qu'est-ce qui vous prend là tout à coup alors qu'on est isolé dans un hangar désert en pleine nuit, vous êtes quoi, une sorte d'archiviste garou ? Allons, tout le monde peut avoir une part sombre, non ? Dr Jekyll à Mr Hyde, Tad Beaumont à George Stark, Joseph Lobsky à Patrick Sébastien, et l'archiviste moi, une part des ténèbres, prête à intervenir, quand il le faut. Ça veut dire quoi, ça, quand il le faut ? Ça veut dire que vous n'avez pas mangé depuis le jour dans le bar, parce qu'aucun de vous deux n'est capable de cuisiner quoi que ce soit, et que l'archiviste commence à être affamé. Affamé, et vous allez lui faire manger quoi ? Oh, ça... Un bon petit cassoulet aux lentilles ! J'adore mitonner de bons petits plats de derrière les fagots. Vous en voulez ? Le lendemain, la police découvre l'auberge boucherie des cannibales. Regardez, il y a même des jolis petits frigos avec des morceaux de viande dedans, ça a l'air tip-top niveau hygiène. Et ils comprennent que Soo-Yoon est au moins en partie responsable du massacre des occupants. Il est donc désormais lui aussi recherché. Il s'est réfugié dans un hôpital avec Kyung-chul inconscient, aidé par un de ses anciens collègues, mais le tueur surprend leur conversation et apprend qu'il a avalé une capsule GPS. Il fuit l'hôpital et évacue le GPS par les voies naturelles. Les volates. Oh. Ce qui, encore une fois, est un peu drôle quand on y pense. C'est rigolo le caca. Et il en apprend plus sur l'identité de Soo-Yoon. Il a alors toutes les cartes en main pour reprendre le contrôle et ne se prive pas de le dire à son adversaire. Il retrouve le père et la sœur de Joo-Yoon et les massacres, puis il déclare qu'il va se rendre à la police, privant Soo-Yoon de la vengeance dont il rêve. Mais au dernier moment, alors que devant le commissariat la police allait l'appréhender, Soo-Yoon enlève Kyung-chul et le conduit dans son ancien repère. Il l'attache au-dessus d'une guillotine, puis, après une dernière conversation entre les deux monstres qu'ils sont désormais devenus, sans que l'on puisse vraiment dire qui est le pire des deux, Soo-Yoon repart. Alors qu'il s'éloigne, écouteurs sur les oreilles pour tout entendre, les parents et le fils de Kyung-chul arrivent et en ouvrant la porte de la cave malgré ses supplications, déclenchent le mécanisme de la guillotine qui décapite le tueur. Soo-Yoon retire ses écouteurs au premier hurlement de la famille et fond en larmes au milieu de la route tandis que la caméra s'éloigne de lui.
et fin. Finalement, c'était peut-être pas très cinégénique comme idée. Au secours. Le film commence comme un rape and revenge, un genre cinématographique dans lequel le viol d'une jeune femme sert de déclencheur à une vengeance ultra-violente, soit par la jeune femme en question, soit par ses proches. Malgré quelques exemples antérieurs, dont La Source d'Ingmar Bergman, on estime souvent que le premier représentant majeur du rape and revenge est La Dernière Maison sur la Gauche de Wes Craven. Et ce genre sera très présent dans le cinéma d'exploitation des 2 décennies qui suivirent, tout comme le vigilante movie, un autre genre assez proche. Et vous allez rester longtemps ? Pardon ? Bah, l'archiviste, le vrai, il va revenir. Hélas, oui, il revient toujours. Je le déteste avec ses jeux de mots pourris, ses films débiles, son maître à qui il obéit sans réfléchir, son assistant minable. C'est pas contre vous. Son escabeau, là, son escabeau ridicule. Et ces vidéos dont tout le monde se fiche. Incapable d'admettre que le cinéma ne renaîtra pas. Reprenons. Mais dans le rape and revenge traditionnel, le message transmis sur la morale et la justice était régulièrement assez nauséabond, en défendant une certaine forme de justice personnelle, celle menée par les victimes initiales, présentées comme des modèles de pureté sociale, morale, sexuelle et éventuellement religieuse, contre des criminels qui incarnaient tous les vices de la société. D'ailleurs, leur crime semblait résider moins dans l'acte du viol ou du meurtre en lui-même que dans la perversion des jeunes filles innocentes que cet acte entraînait. On peut bien voir un possible message féministe à partir de la 2e vague du genre, dans laquelle ce sont le plus souvent les femmes victimes et non plus leurs proches qui accomplissent leur vengeance, en punissant le patriarcat et en se réappropriant leur sexualité, mais la sincérité de ce message reste à mes yeux souvent très discutable. Le message était d'autant plus paradoxal que les tueurs et leurs actes avaient beau nous être décrits comme diaboliques, il y avait presque toujours une certaine complaisance dans la manière de montrer longuement la torture et le meurtre des jeunes victimes. Un peu difficile de prendre totalement au sérieux un éventuel message moral quand le début du film était, de façon plus ou moins radicale, la manifestation de fantasmes assez glauques autour du viol. Notez bien que je généralise, je n'ai pas la prétention de faire une critique de tout le genre rape and revenge en 1 minute. En vrai, il y a pas mal de films qui sont plus subtils que ça, et malgré l'ambiguïté éventuelle du message, j'arrive à bien apprécier pas mal de représentants du genre, comme La Dernière Maison sur la Gauche, Le Dernier Train de la Nuit ou Quand l'embryon part reconnaît. Mais on va devoir se contenter de ça pour cette nuit, parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Ce sera intéressant à faire, ceci dit. Je l'ajoute à la liste des thèmes à traiter que je ne pourrai jamais terminer avant ma mort. Cependant, très vite, j'ai rencontré le diable s'éloigne des codes habituels de ce genre. Déjà parce qu'il n'y a aucune complaisance ni aucun voyeurisme dans la façon dont sont filmés les meurtres de Kyung-chul. Ils sont souvent brefs, brutaux, alternant entre des poussées de violence hystérique et des moments de maîtrise presque mécaniques, et on n'a jamais l'impression que Kyung-chul lui-même agit uniquement par plaisir. Il aime chasser et dominer sa proie, mais ça se double toujours d'une rage presque douloureuse, dont on se demande s'il ne la contrôle pas parce qu'il ne le veut pas, ou parce qu'il ne le peut pas. C'est pareil pour les tortures infligées par Soo-Yoon à son adversaire. La violence, la rage et la douleur sont beaucoup trop soulignées pour qu'on puisse y prendre le moindre plaisir. Et surtout, le film insiste sur l'absence de lien entre cette vengeance et la moindre notion de morale ou de justice. Et toute sa vengeance repose sur le fait que Kyung-chul fera d'autres victimes. Il lui laisse assez de liberté et même assez d'argent pour être certain que cela arrive. Soo-Yoon a tout autant besoin des victimes que Kyung-chul, et d'une certaine façon, ça fait de lui son complice. Le mépris total qu'il a pour ses victimes est d'ailleurs souligné au travers du seul échange qu'il a avec l'une d'elles, l'infirmière, au cours du film. D'ailleurs, le cadavre de la dernière victime de Kyung-chul, la sœur de Ju-yoon, ne nous est montré que très rapidement lors d'un plan très simple, presque en passant, avant de revenir à la poursuite entre les 2 ennemis, comme pour nous pousser nous-mêmes, spectateurs, à considérer comme sans importance la mort d'une jeune femme, et plus encore d'une jeune femme à laquelle on a pu s'attacher à un minimum, même si elle n'était qu'un personnage très secondaire. Pour arriver à ses fins, Soo-yoon se met volontairement en marge de la société. Dès la découverte du corps de sa fiancée, il est d'ailleurs en retrait par rapport aux policiers qui fouillent le terrain. À cet instant, il est déjà dans le monde de son ennemi, un monde nocturne où tous ceux que l'on croise sont soit des victimes, soit d'autres tueurs. C'est ce que les journaux appellent la banlieue.
Le film insistera ensuite souvent sur les similitudes entre les deux personnages. Soo-Yoon rejette la famille de sa fiancée qui le supplie de mettre fin à sa vengeance et de rentrer comme Kyung-chul a rejeté ses parents et son fils en les abandonnant. Le détective rejette la police, tout comme le tueur a visiblement eu des envies de révolte dans sa jeunesse et méprise maladroitement l'ordre social en place. Et ils ont des réactions similaires face au tueur qu'ils rencontrent, comme si chacun était persuadé d'être le seul à être dans son bon droit. 미친 새끼다. 미친 새끼. 아니 병신 새끼야. 이 미친 개사이코 새끼들. Et les jeux de photographie, de couleurs et de lumière soulignent systématiquement ce que chacun a d'inquiétant, plutôt par des tons rouges pour Kyung-chul et par des couleurs froides et des ombres prononcées pour Soo-Yoon. Le premier est plus exubérant, sa folie est plus évidente, mais au fond les deux sont identiques, tout aussi dangereux, violents et étrangers à toute norme sociale, morale et de justice. Et en plus, le rouge, c'est tellement... beau. Ça vous ennuie si je pleure un peu ? Ces éclairages, souvent peu naturels, participent d'ailleurs à tout un ensemble d'éléments fantastiques qui émaillent le film, comme pour encore plus séparer le monde normal de la société de celui des tueurs. Par exemple, la tête de Joo-yoon est retrouvée dans une petite mare d'eau, lors d'un plan assez long à l'éclairage peu naturel, qui me fait penser à un mélange entre les fantômes féminins à longs cheveux noirs très récurrents dans l'imaginaire horrifique japonais ou coréen, et certaines représentations picturales de la mort d'Ophélie dans Hamlet. Je me demande si je préférais pas quand ça citait Dragon Ball, moi. Et quand Soo-Yoon entre pour la première fois chez le tueur, la porte de son antre d'exécution s'ouvre toute seule, comme si une force invisible et mauvaise invitait Soo-Yoon à pénétrer dans cette caverne et à plonger dans le mal. Et à la fin du film, une question demeure. Qui est ce jeu qui a rencontré le diable ? Assez difficile de répondre dans la mesure où Soo-Yoon et Kyung-chul partagent un temps d'écran à peu près similaire et où tous deux sont tour à tour protagonistes. En fait, le choix du personnage que l'on suit dépend des rapports de domination entre les deux. Le spectateur partageant toujours le point de vue du plus faible. C'est super rigolo ce truc! C'est en ça que je trouve le film différent de The Devil's Reject. Dans ce dernier, l'inversion des valeurs était à peu près totale. Les représentants de la justice étaient montrés comme les monstres, et les tueurs devenaient, pendant un instant, les symboles d'une certaine forme de liberté, de révolte sociale et d'émancipation, même si la toute fin du film constituait une bonne grosse douche froide. J'ai rencontré le diable en ne menant pas cette inversion à bout et presque plus cruelle. Il humanise assez son tueur pour qu'on partage sa souffrance, mais pas suffisamment pour qu'on le comprenne vraiment, et il rend son héros vengeur assez radical pour qu'on ait peur de lui, mais quelques manifestations d'émotion nous rappellent son humanité. Le film nous fait perdre tous nos repères et refuse de nous en donner de nouveaux, et nous laisse dans un entre-deux, plus terrifiant encore que notre empathie pour une famille de cannibales. Le film nous demande comment combattre le diable. Devenir son semblable, être aussi immoral que lui, n'est-ce pas le seul moyen de l'affronter efficacement ? De se donner une chance de gagner, là où la justice est trop dérisoire et tellement éloignée de lui qu'elle parvient à peine à le percevoir ? Oui, non et oui. Non mais vous savez, moi j'ai jamais eu des avis très développés, je suis juste un tout petit assistant. Et la grande force du film, c'est de ne pas vraiment répondre à ces questions. Au final, qu'est-ce qui a le plus de poids entre les dégâts causés par la vengeance de Soo-Yoon et le soulagement qu'elle lui apporte ? À chacun de trouver sa réponse, selon comment il valorise la justice et la morale face à la force et au plaisir de la vengeance, et d'interpréter à sa façon les larmes finales de Soo-Yoon. C'était l'Archiviste Noir, ça fait du bien d'avoir repris le contrôle et à très bientôt. Alors, j'étais comment ? Parfait, c'était parfait. C'était tellement parfait que je pense que je n'étais pas nécessaire en fait, donc je vais y aller. Magnifique. Tu entends, archiviste ? J'étais parfait. Parfait. Je suis la meilleure partie de cette émission. Et je vais commencer par la renommer les ténèbres du cinéma. Non, je dis mieux. L'archiviste des ténèbres cinématographiques. Non, attends, j'ai encore mieux. L'archiviste des ténèbres, motherfucker! Oh putain, non! J'ai bien dormi, moi. Toi, par contre, t'as une petite mine. T'es sûr que ça va ?
Vous vous souvenez pas? Quoi, t'as encore picolé toute la nuit, toi? Oui, moi, c'est pas tout ça, hein, mais... On a de la route à faire. Alors tu les cuveras en chemin. Non, 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 non. Comment ça, non, non, non. Non, non. Je repars pas avec vous, maintenant que je l'ai vu. Lui. Hein? T'es bizarre. Bon, ceci dit, j'admets, c'est un peu égoïste de ma part de t'amener partout comme ça, comme un esclave. Bon alors, t'es un esclave, hein. Mais bon, effectivement, c'est mon être à moi, c'est mes affaires. Tu veux rentrer? Tu peux le dire, hein, je vais pas te manger. Bon, allez, rentre à la maison, mon petit coquin. Merci. Bon. Alors par contre, on est d'accord que je ne te paye plus. C'est-à-dire que vous m'avez jamais payé. Ah mais oui, c'est vrai. Bon allez, à plus, hein. Finalement, je m'en sors pas si mal, moi. Enfin, tranquille, l'assistant. Depuis le temps que je rêvais de devenir majorette. Oh, t'es resté? C'est gentil. Depuis le temps que je rêvais d'avoir un assistant.